Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 8e journée du top 14. On commence tout de suite par l'Union Bordeaux-Bègles qui recevait la section paloise. Bon, c'était un match dans des conditions plutôt compliquées vu qu'il y avait une pluie fine qui ralentissait considérablement les envies de jouer des deux équipes. On a eu deux stratégies qui s'opposaient, on avait d'un côté l'UBB qui ne tentait pas les points et qui jouait tout sur des touches ou des ballons joués à la main à 5 mètres, et la section paloise qui, elle, à l'inverse, a voulu être plus pragmatique et réaliste. Bon, d'abord, l'UBB a essayé quand même de jouer un minimum, mais ça n'a pas marché, car les conditions étaient trop compliquées et que la défense de la section était plus ou moins en place. C'est pour ça qu'après, ils se sont rassurés avec leur paquet d'avant, qui ont fait un énorme match, surtout en défense. Ils ont pu quand même lâcher les chevaux 2-3 fois, quand la section paloise avait une défense qui a un petit peu craqué. J'ai notamment laissé de Bielbarré en tête, où il y a Jalibert qui prend un intervalle parfaitement et qui donc amène l'essai de Bielbarré. La section paloise, elle, avait décidé de ne pas trop jouer au ballon, connaissant les conditions météo qui s'abattaient sur la cité girondine. Et donc leur plan de jeu était simple, l'occupation, mais pas l'occupation de n'importe quelle manière, c'était notamment via des chandelles de pression sur Romain Buros. Et ces chandelles, souvent montées par Desperes, il y avait souvent Grand Didier à la réception, en tout cas au jump, pour essayer de catcher le ballon et de le ramener dans son camp. Et ça, c'est du coup une technique qu'on utilise beaucoup au rugby à 7, et on voit que ce joueur a des aptitudes de l'équipe de France à 7, entre autres, pour aller du coup contester ces ballons aériens. L'UBB donc se rassure après un match à La Rochelle plutôt compliqué. Et La Rochelle, tiens, parlons-en, il se déplaçait à Montpellier. Bon, là aussi, les conditions étaient catastrophiques, encore pire qu'à Bordeaux. Franchement, c'était le déluge, le terrain était pourri du fait des conditions météo, c'était impossible de jouer. Mais bon, le match a quand même eu lieu et il fallait s'adapter. Et pour gagner ce match, il fallait plusieurs éléments. D'abord, une grosse conquête, ce qu'a fait parfaitement Montpellier. Après, un jeu au pied d'occupation et une occupation en général plus performante que l'autre. Ensuite, une défense intraitable. Et enfin, du réalisme quand il faut marquer des points. Et tout ça, tous ces ingrédients, Montpellier a su les mettre en œuvre. Au contraire de La Rochelle. La Rochelle n'a jamais voulu tenter les points et a toujours voulu aller en touche, ou jouer une mêlée, ou jouer un ballon à la main, alors qu'il ne passait pas. La défense de Montpellier était très robuste ce samedi après-midi. Puis surtout, La Rochelle a été mauvais dans à peu près tous les secteurs de jeu, que ce soit la conquête directe ou le jeu en général. Donc je comprends pas ce choix de ne jamais avoir tenté les points et d'avoir toujours voulu marquer un essai alors qu'il n'y arrivait pas. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question et marquer dès qu'on peut. Surtout qu'il y a eu 2 fois où La Rochelle a été en supériorité numérique du fait de cartons jaunes adressés aux Montpellierins. Et malgré tout, il n'arrivait pas à scorer. Donc La Rochelle fait un match dégueulasse qui n'a pas respecté du coup les conditions météo. À l'inverse de Montpellier qui lui a été hyper réaliste sur ce match. Et juste pour info, je ne mettrai pas de top ni de flop sur ce match car les conditions étaient tellement compliquées que c'était impossible de soit se démarquer, soit d'être vraiment en dessous. On était dans le sud-est à Montpellier et maintenant on va aller dans le nord-ouest en Bretagne pour Vannes qui recevait le Castres Olympique. Bon, Vannes a clairement gagné au courage malgré une début de rencontre catastrophique avec un essai encaissé au bout de 15 secondes. Vannes a quand même tout donné jusqu'à la fin pour réussir à gagner ce match et notamment avec des dernières séquences défensives juste exceptionnelles. Bon, comme d'habitude, Vannes a plutôt une volonté de jouer sur les extérieurs avec des ailiers plutôt performants, mais la défense de Castres était plutôt bonne sur les largeurs. Donc ils se sont rattrapés devant avec notamment l'utilisation des molles qui commence à être mine de rien une des marques de fabrique du paquet d'avant VNT. Et donc ils ont pu marquer 3 essais après molle. Il y en a un juste après le molle qui va directement dans le but de Bézia. Et les deux autres, c'est des joueurs qui sont un peu détachés et qui, juste après Moll, ont continué à avancer et qui ont marqué, à savoir Vunipula et Rourou. Et cette envie vantaise, on l'a retrouvée aussi notamment dans l'essai de Francis Sailly, marqué juste avant la mi-temps, qui est juste un bijou de réalisme et d'envie de la part du club breton. Déjà, tout est bien joué dans l'action, il n'y a aucun joueur qui fait le pas de trop ou qui du coup vient annihiler. Et puis après, la technique individuelle fait le reste et Sailly propose une course magnifique, tranchotte à Rayassi, qui après un magnifique bras roulé peut servir le centre néo-zélandais pour qu'il marque. Du côté du CO, d'abord en première mi-temps, ils ont essayé de beaucoup jouer debout. Ça pareil, c'est comme les molles pour Vannes, ça commence à être une des marques de fabrique de Castres, avec notamment Léoné Nakarawa en chef de file. Et globalement, ils dominaient cette première mi-temps. Ils se sont petit à petit endormis au fur et à mesure du match. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils étaient, entre guillemets, largement menés par les Bretons. Mais malgré tout, ils auraient pu gagner avec cette dernière séquence où la défense de Vannes a été juste incroyable, héroïque. Et selon moi, c'était une action très difficile à arbitrer. Et il y aurait pu avoir une pénalité contre Vannes sur la dernière action. Mais après, c'est tellement compliqué, il peut y avoir 10 000 fautes de tous les côtés, que pour moi, c'est trop facile d'impliquer l'arbitre dans la décision finale et dans le résultat final. Même si un bonus défensif aurait été clairement mérité pour Castres.
Un bonus défensif qui a aussi loupé Perpignan sur la pelouse du Racing. Bon, clairement, la première mi-temps, elle a l'avantage des Franciliens. Ils sont hyper en jambes. Il y a des essais notamment de Le Garec ou de Daimani qui montrent qu'ils ont des pattes derrière, quoi. En plus, l'USAP avait trop de largesse défensif pour espérer quelque chose. Donc, tu as des essais comme celui de Daimani dont je viens de parler, où Spring fait un peu ce qu'il veut dans la défense catalane. Mais bon, cependant, après l'essai marqué par les gros juste avant la mi-temps, et ben on a vu Perpignan qui s'est un peu remobilisé en défense, en attribuant notamment quelques bouchons, et puis globalement en gommant toutes ces erreurs de placement. De plus, offensivement, ils ont commencé à dominer les collisions, et ça c'est pas un match qui a joué trop sur les extérieurs, en tout cas pas trop du côté de Perpignan. On a eu une conquête qui a été clairement dominée par les Perpignanais, et notamment la mêlée avec Lacleia qui fait une rentrée catastrophique. Et ça se traduit notamment par le Racing qui est moins confiant, et qui du coup, au lieu de jouer les essais, et pourquoi pas aller chercher un bonus offensif, et ben ils prennent les points pour assurer la victoire. Au final, ils ont eu raison, vu que Perpignan est bien revenu. Ils étaient même revenus dans les clous du bonus défensif à 2 minutes de la fin, mais il y a une zone de jeu où les Perpignanais ont très mal joué tout au long du match, c'est clairement les réceptions sur coup d'envoi. Surtout en fin de match, peut-être que la lucidité n'était plus de mise, mais en tout cas, ils ont raté au moins 4 réceptions, dont la dernière qui amène la dernière pénalité de Le Garec et qui sort Perpignan du bonus défensif. Parce que soit la réception elle est réussie, mais derrière, au lieu de faire un long coup de pied de dégagement en touche ou pas, ça c'est pas le problème, et ben il y a une chandelle qui arrive au niveau des 40 mètres de Perpignan. Et ça c'est juste très mauvais parce que en l'occurrence il y a la faute de Barak, mais même ça donne un ballon au Racing d'attaque qui peut potentiellement percer, aller marquer ou mettre à la faute Perpignan. Donc c'est pour ça que cette stratégie de faire une chandelle à 1 minute de la fin, je l'ai pas compris. Pour moi, il fallait dégager et assurer ce point de bonus. Enfin, le dernier match du multi, c'était Lyon qui recevait Bayonne. Bon, clairement, le résultat indique que aucune des deux défenses n'a été efficace. Mais bon, ça c'est un constat, mais j'ai plutôt m'attarder sur le jeu des Lyonnais. En effet, les Lyonnais, ils ont fait un match un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de faire de super lancements, de créer vachement, avec notamment un paire de hyper joueurs. Il y a notamment l'essai de Ratez avec une grosse séquence qui intervient en seconde mi-temps et qui permet à Lyon de repasser devant, alors que Bayonne avait pris largement le score depuis le début du match. Et à l'inverse, ils sont capables, juste après cette Cédratez, d'encaisser 15 points dans les 15 dernières minutes, et donc de complètement s'écrouler et de laisser la victoire trop facilement aux Bayonnais. Ils sont capables de marquer 6 essais dans le match, mais ils en encaissent également 6. Encaisser 6 essais à domicile par Bayonne, qui n'est pas non plus un ogre de Stock 14, je trouve que c'est un petit peu une humiliation. En plus, comme d'habitude, pour moi, ils surjouent trop. Et je trouve que plus la saison avance, plus le fait de mettre Niashvili à l'arrière, c'est un mauvais choix. Il est mieux à l'aile pour moi, parce qu'à l'arrière, il relance beaucoup trop les ballons, il veut trop en faire, et après, ça amène des petites scories. Des scories qui ont permis à Bayonne de remettre la main sur le ballon, et avec du coup la faiblesse de la défense lyonnaise, Bayonne a pu marquer des essais. D'ailleurs, au niveau du jeu bayonnais, c'était un jeu hyper huilé. On avait un chef d'orchestre, à savoir Camille Lopez, qui a parfaitement alterné avec un plan de jeu clair. Le but, c'était de se déplacer un maximum et surtout de déplacer le ballon jusqu'au couloir. Ils ont tout le temps balayé en fait le terrain pour juste étirer la défense et avoir des trous plus facilement. Et cette volonté, elle se voit notamment sur les 2 essais de Chan Mousquet en première mi-temps. Et je vais notamment revenir sur le premier qui est juste magnifique, qui fait écho à une relance de 100 mètres de la part de Guillaume Martoc au départ. Et ben en fait, donc il y a cette relance avec un ballon plus ou moins cafouillé, enfin c'est un peu le bordel. Et Lopez, de manière très lucide, voit qu'il n'y a personne sur le côté gauche, du coup, sur l'aile de Chan Mousquet, et il a l'intelligence de faire une passe au pied directement, sans faire de passe, pour son ailier. Sans ça, qu'il y avait cette volonté de jouer directement sur les extérieurs parce qu'ils avaient sûrement remarqué une faiblesse de la part de Lyon. Et donc ils sont accrochés à ce plan de jeu, et je peux même aussi par exemple citer l'essai de Poloniati en seconde mi-temps, où c'est à peu près la même chose. Pour le match du samedi soir, c'était le Stade Français qui recevait Clermont. Donc Clermont, il n'y a pas eu match. Mais pourquoi Clermont n'a pas su rivaliser? Tout simplement parce qu'ils ont loupé le coche en début de match. Les 10-15 premières minutes sont clairement à l'avantage de l'ASM, mais ils ne marquent pas, ou alors 3 points, ce qui est trop peu comparé à vraiment à la domination des Jaunards. Et après, il y a l'essai de Barré, et tout va s'enchaîner. Mais ceci dit, le Stade Français, je trouve, a mis énormément d'envie, ce qui avait manqué sur tous les matchs depuis le début de la saison. On a vu du coup une ligne de 3 quarts qui prend petit à petit ses marques, qui était plus à l'aise. Il y a l'essai de Barré en l'occurrence avec Elezeala qui fait une très bonne course, mais aussi l'essai de Dakwaka en seconde mi-temps avec une belle combi après touche. Et surtout, on a vu un jeu du Stade Français plus complet, avec les gros aussi qui ont fait un beau boulot, à savoir les essais de Pérez Blanc, de Gigi Van der Merch aussi en fin de match. Du côté de l'ASM, encore une fois, on a une stérilité offensive à l'extérieur et je comprends pas comment c'est possible qu'à l'extérieur il soit comme ça, alors qu'à domicile ils sont capables de marquer 9 essais la semaine d'avant. Et enfin, le dernier match, c'était Toulon qui se déplaçait chez le Stade Toulousain. Bon, là aussi, il n'y a pas eu match, franchement. Toulouse a dominé dans tous les secteurs, les Toulonnais,
qui avait fait tourner leur équipe. Toulon, ils se sont un peu accrochés en début de match, puis dès que Toulouse a marqué 2-3 essais, ils ont complètement lâché. Si on rajoute à ça une indiscipline plutôt chronique du côté du RCT, bah ça fait que là, il y avait plus rien, il n'y avait plus aucun motif d'espoir. Mais bon, la défense de Toulon a été très mauvaise, sauf sur un homme, à savoir Antoine Dupont. Et du coup, je me pose la question de savoir si c'était évidemment une stratégie de cibler Antoine Dupont, mais du coup, pourquoi l'avoir fait? Sachant qu'à Toulouse, oui, Dupont est un ovni, mais tous les joueurs sont dangereux. Donc au final, ça fait que n'importe qui pouvait créer une brèche. En l'occurrence, Malia l'a beaucoup fait, ou Capozzo, ou Aki, ou autre. Et au final, bah, la stratégie n'a pas été payante. Et je terminerai ce match en disant que l'arbitre, malgré du coup la victoire très facile et hyper méritée des Toulousains, n'a rien laissé passer aux Toulonnais, et je trouve que laisser refuser à Bobigny est un peu bâtard, parce que franchement, ça aurait rien changé au niveau du match. Il est temps de parler des tops et des flops. En top, je vais parler du deuxième ligne du Stade français, à savoir Gigi Van der Merch. Il a été très puissant. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il fait vraiment des bons matchs. C'est un des seuls au Stade français à vraiment surnager. Et là, il a vraiment dominé physiquement les Clermontois, et il est récompensé en fin de match quand il rentre par un essai. On continue avec le troisième centre du Racing, Daimani. Je l'ai trouvé très important en fait dans le lien qu'il y avait entre les avants et les trois quarts. Parce qu'il va très vite pour un troisième ligne. Et en fait, c'est un peu comme un joueur hybride, style Macalou, qui est mi-trois quarts, mi-avant. Et il y a notamment cet essai, puis il est décisif aussi sur l'essai de Le Garec juste avant. Donc, très bon match de Daimani. Et enfin, le dernier top, c'est Chan Mousquès, qui ne devait même pas jouer ce match au départ. Et avec la blessure de Carreras, il a pu jouer, se montrer et marquer un doublé. Et il a été dangereux sur chaque ballon. En flop, j'ai d'abord parlé de Thomas Jolmes. Alors oui, en touche, il a été important parce qu'il a chahuté l'alignement bordelais. Mais après, dans le jeu, il a fait un nombre d'en avant ou de pertes de balles qui ont fait reculer ses coéquipiers assez important. C'est dommage parce que c'est clairement son gros point faible et là, bah, il l'a encore démontré. Et je vais terminer les flops par deux flops toulonnais. Et je vais commencer par Ben White, qui je trouve dans l'animation a été catastrophique. Il a fait des mauvaises passes, à l'image de une de ses premières en première mi-temps, quand ils sont à 5 mètres de la ligne toulousaine, et au final mauvaise passe et contre-attaque derrière, pas d'essai, mais Toulon a beaucoup reculé. Puis un mauvais jeu au pied, j'avais l'impression qu'il n'avait pas de puissance, il faisait des coups de pied de 20 mètres. Et franchement, pour un numéro 9 international, ça fait peur. Et le deuxième flop, c'est Marius Daumont, qui dans sa couverture a été catastrophique. Même lui aussi, un mauvais jeu au pied, avec des touches directes trouvées notamment. Et puis il y a évidemment ce carton jaune au bout de 30 secondes de jeu, où là, bah, c'est juste une faute débile. Il aurait juste pu attendre avant de plaquer Ramos, il me semble. Au niveau du classement, donc Toulouse et Bordeaux se détachent considérablement. C'est clairement les deux équipes en forme. Et au niveau des pronostics, je vous fais ça maintenant. Au niveau des pronostics, on a d'abord Clermont qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles. Et compte tenu du fait que l'Union Bordeaux-Bègles va être beaucoup décimée par l'équipe de France et que Clermont est plutôt solide à domicile, je vais dire les Clermontois. Castres-Montpellier, je vois Castres, même s'il y a eu un coup d'arrêt à Vannes, je les trouve quand même bons en ce début de saison, donc je vais dire Castres. Toulon-Lyon, je vois les Toulonnais se rattraper après cette déculottée subie à Toulouse. Pour Racing, je vois aussi la section paloise accrocher le Racing, même si je pense que ça va être un match plutôt serré. Perpignan-Vannes, Perpignan pour moi va gagner Vannes, sans le faire forcément de manière facile. Mais pour moi, Vannes ne gagnera pas à Perpignan. La Rochelle-Stade français, je vois aussi La Rochelle. Et enfin, Bayonne-Toulouse, je vois plutôt Bayonne qui est sur une bonne dynamique, et Toulouse, comme Bordeaux, va être beaucoup décimé par la tournée. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme chaque semaine, vous abonner, laisser un petit like, m'écrire un commentaire et activer la cloche, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Enfin bref, j'arrête de vous vacciner, c'était Bourrichon, ciao ciao.